Et donc nous allons parler de ce sujet, on va dire, d'actualité. Alors comme vous le savez, aujourd'hui, un certain nombre de substances appelées nouvelles substances psychoactives, dont la production et la vente n'est pas réglementée par l'ONU, selon les lois de 1960, se sont répandues sur le marché de façon exponentielle, sous des dénominations diverses, par exemple sel de bain, spice, stimulants légaux, et on fait qu'aujourd'hui, on a affaire à peu près à 500 nouvelles drogues qui sont apparues sur le marché, avec deux grandes familles, les catinones et les cannabinoïdes de synthèse. Alors, l'ensemble de ces NPS appartiennent aux familles habituelles des drogues, les dépresseurs, les stimulants du système nerveux central et les substances hallucinogènes. Pourquoi ces substances se sont répandues? Eh bien, tout d'abord parce que leur fabrication est économiquement rentable pour le dealer, comme vous le voyez ici. Il faut beaucoup moins de substances actives pour produire des doses à consommer. Ce qui fait que la consommation a cru, et aujourd'hui, évidemment, ce type de patients sont arrivés dans les services d'urgence et de réanimation, comme en témoigne cette diapositive montrant les consultations aux urgences des patients admis pour un problème médical ou psychiatrique en rapport avec l'usage de drogue. Et en rouge, vous voyez l'apparition de ces NPS. Alors, évidemment, les méthodes d'étude aujourd'hui se sont modifiées par rapport à ce que l'on connaît, et le plus simple est carrément de se connecter sur les sites de forums entre consommateurs et de faire les analyses des urines émises dans les urinoirs collectifs des boîtes de nuit pour savoir quelles sont les substances les plus utilisées. Alors nous allons voir les différentes classes importantes et étudier essentiellement les problèmes posés. Alors la première classe, ce sont les catinones de synthèse. Alors les catinones de synthèse, ce sont des molécules qui dérivent de l'acatinone, qui est le principe actif du cat, qui est une plante consommée comme stimulant en péninsule arabique. Quand on regarde les structures moléculaires, on voit que ces catinones ressemblent très vaguement aux amphétamines. On en distingue trois grandes classes, celles qui ressemblent au MDMA, celles qui ressemblent à l'amphétamine ou à la méthamphétamine, et une troisième classe un peu plus mineure qui contient un radical pyrovalérone, dont la molécule principale est le MDPV. Alors, dans la catégorie des amphétamines et donc des catinones, il faut clairement distinguer deux grands pôles. Alors, ces molécules sont des inhibiteurs de recapture des monoamines cérébrales, c'est-à-dire la sérotonine, la dopamine et la noradrénaline. Le premier pôle est constitué par la méthamphétamine, qui est donc une substance extrêmement dopaminergique, beaucoup moins sérotoninergique, qui est donc très stimulante et fortement addictive. À l'autre côté, c'est l'ecstasy ou MDMA, qui, elle, est beaucoup plus sérotoninergique, donc beaucoup moins dopaminergique, donc moins stimulante, moins addictive, mais essentiellement entactogène ou empathogène, c'est-à-dire facilitant le rapprochement entre les individus. Ainsi, toutes les catinones vont permettre un nuancier des effets en fonction de l'effet sérotoninergique versus dopaminergique, et vous allez pouvoir choisir à la carte la NPS que vous souhaitez en fonction des effets que vous souhaitez. Les catinones de synthèse sont essentiellement utilisées dans le chemsex aujourd'hui dans les pays occidentaux, donc évidemment en fonction de l'heure de votre participation à la soirée ou du rôle que vous voulez y jouer. Eh bien, soit vous voulez être très stimulé, plutôt actif, soit plutôt très zen et plutôt passif. Alors, les effets de ces substances, évidemment, sont d'abord des stimulants. Donc, quand on prend des modèles animaux, ils entraînent une stimulation de l'effet locomoteur. Mais comme vous le voyez, en fonction de la dose, aux doses les plus élevées, vous avez une diminution de l'effet en raison de l'apparition de mouvements stéréotypiques. Et ça va caractériser, évidemment, les intoxications. Alors, que donnent les intoxications? Voici la série probablement la plus importante d'intoxication aux catinones. On va avoir essentiellement des signes adrénergiques, tachycardie, agitation, hypertension, des signes d'encéphalopathie, hallucination, confusion, des signes sérotoninergiques, myoclonie, trémor, mais également des dysfonctions d'organes. Il ne faut pas oublier évidemment que toutes ces molécules, notamment les catinones, sont fortement addictives. C'est pourquoi évidemment leur développement est aujourd'hui tant vendu, car basé sur des études, comme vous voyez ici, expérimentales,
on craint évidemment, malheureusement, que ces personnes qui touchent à un moment les catinones en deviennent totalement dépendantes. Deuxième grande famille, ce sont les cannabinoïdes de synthèse. Alors évidemment, tout le monde connaît le cannabis avec son principe psychoactif principal, le THC. Une fois les récepteurs aux cannabinoïdes découverts dans les années 90, l'industrie pharmaceutique s'est mise à produire des agonistes de ces récepteurs. Et donc, on a produit des dizaines et des dizaines, avec, comme vous voyez, dénommés essentiellement par des lettres qui sont les initiales du découvreur et des numéros. Alors, les récepteurs, pour ceux qui ne savent pas, aux cannabinoïdes, sont des récepteurs post-synaptiques, très ubiquitaires dans le système nerveux central, qui permettent un rétrocontrôle des synapses avec, une fois le neurotransmetteur produit. Et les substances endocannabinoïdes sont en fait des acides gras issus de la membrane du neurone postsynaptique. C'est pourquoi, évidemment, toutes ces substances peuvent agir de façon très diffuse sur le cerveau. Et malheureusement, au jour d'aujourd'hui, aucun cannabinoïde de synthèse n'a obtenu d'AMM comme médicament, même si, bien sûr, il y a de forts espoirs en termes pharmacologiques. Alors, ces substances ont été détournées. Et vous voyez, il suffit d'en acheter un dans un site totalement agréé. Vous le mettez dans un petit vaporisateur. Vous achetez du tabac ou des herbes. Vous vaporisez dessus. Vous hachez menu. Vous mettez dans un petit sachet très sympathique. Et vous faites des millions d'euros de bénéfices en vendant ça sur Internet. Et bien sûr, les cannabinoïdes de synthèse se sont multipliés avec des formules chimiques, comme vous voyez, de plus en plus compliquées, et surtout des affinités croissantes aux récepteurs aux cannabinoïdes. Si vous prenez un pour le THC, au jour d'aujourd'hui, certaines substances sont jusqu'à 700 fois plus actives, ce qui explique évidemment que la toxicité est beaucoup plus importante que le THC. On estime à peu près 5 à 10% des intoxications vont se retrouver en réanimation. Il y a même des cas de décès rapportés. Alors, que donnent ces cannabinoïdes de synthèse? Bon, pour les premières générations proches du THC, plutôt des vomissements et des convulsions. Et lorsqu'on va aux générations plus récentes, eh bien, des signes sympathomimétiques, sérotoninergiques, des événements cardiovasculaires, des AVC et des défaillances d'organes. Donc, on se rapproche très nettement des amphétamines, là, à nouveau. Vous voyez, il y a maintenant des séries carrément entières d'insuffisance rénale aiguë induite par les cannabinoïdes de synthèse, avec des néphrites tubulo-interstitielles, pouvant même amener à la dialyse, essentiellement liée à des cannabinoïdes fluorés. Et puis, ne pas oublier que toutes ces substances peuvent donner lieu à des intoxications collectives. Voici le 12 juillet 2016, à New York, à Brooklyn, où 42 patients ont été aperçus par la population, errer comme des zombies. Ils avaient consommé un cannabinoïde de synthèse. Parfois, ça peut malheureusement aussi mener au décès. Voici un patient qui est décédé des suites de la consommation de ce cannabinoïde. Il était tellement devenu fou qu'il s'est automutilé et qu'il s'est tailladé la carotide. Troisième famille, ce sont les hallucinogènes de synthèse. Là aussi, évidemment, comme vous avez imaginé, dès que vous avez un radical, ici la phényléthylamine, vous pouvez à l'infini produire des dérivés. Dès que l'un de ces dérivés devient illégal, vous avez la possibilité d'en produire immédiatement d'autres. Toutes ces industries, essentiellement localisées en Inde et en Chine, sont parfaitement légales, avec un PDG, une direction, un service commercial, des secrétaires, il n'y a aucun problème, tout est parfaitement légal. Eh bien, voilà comment c'est produit, par exemple, pour ces substances, notamment les N-Baum, qui est une sous-famille extrêmement puissante, plus puissante que le LSD, mais comme les personnes plus âgées dans les années 50 qui prenaient le LSD sous forme de gélatine pour faire un trip, eh bien, voilà, les adolescents américains reçoivent des petits timbres par la poste. Vous voyez, ça passe tout à fait inaperçu auprès des parents, c'est tout petit. Et sur ces timbres, évidemment, imprégnés de N-Baum, vous avez même des petits Mickey Mouse ou des petits smileys pour faire moderne. Ils mettent ça sur la langue et ils font leur petit trip tranquille. Parfois, malheureusement, il peut y avoir des complications assez sévères, ici des vasoconstrictions conduisant à l'amputation des membres. Alors, dans le même domaine, la méthoxétamine, qui est un antagoniste relativement sélectif des récepteurs au NMDA, voisin de la kétamine, s'est développé notamment à Londres, parce que la kétamine est connue, en cas de consommation répétée, de donner des problèmes urologiques et néphrologiques obstructifs. À peu près 2/3 des patients vont avoir des troubles d'insuffisance rénale chronique, voire nécessiter des néphrostomies. Eh bien, la méthoxétamine a été vendue comme bladder free, c'est-à-dire sans
risques vésicaux. Malheureusement, la suite a montré que c'était pareil que la kétamine. Et là aussi, vous voyez, ça peut donner des problématiques aiguës liées à la consommation, avec essentiellement des encéphalopathies. Quatrième grande famille, évidemment la plus inquiétante, ce sont les opioïdes. Alors, vous le savez, au jour d'aujourd'hui, les overdoses aux opioïdes sont la première cause de mort toxique aux États-Unis, popularisée par le décès récent de célébrités. En Europe, on n'a pas de chiffres, mais évidemment, malheureusement, on n'en est pas loin. Vous voyez, donc on estime à peu près plus de 60% des intoxications létales sont liées à la prise d'un opioïde, avec, vous voyez là aussi, les NPS de type opioïde qui augmentent de façon très régulière, vous voyez ici dans les carrés, en fonction des années. Alors, pourquoi on en est arrivé à une telle situation aux États-Unis? Donc c'est intéressant de le comprendre, car les médecins urgentistes, et peut-être réanimateurs, ça je ne sais pas, ont joué un rôle important là-dedans. Vous voyez, premier point important, les ventes ont augmenté d'opioïdes analgésiques de façon exponentielle, et en parallèle, les overdoses ont suivi. Alors pourquoi les opioïdes ont été autant prescrits? Parce que les Américains ont eu un enseignement erroné. On leur a appris dans leurs études que la prescription au long cours d'un analgésique opioïde n'induisait pas de dépendance. Ceci basé sur une littérature médicale fausse, telle que cette lettre de 5 lignes dans le New England Journal of Medicine de 80, rapportant un petit millier de patients traités par opioïdes analgésiques, n'ayant pas développé de dépendance. Eh bien, vous voyez le nombre de références de cette lettre dans la littérature pour prouver que la prescription d'opioïdes analgésiques ne donnait pas de dépendance. Les prescriptions se sont donc multipliées, la douleur est devenue un signe vital aux urgences, et évidemment, on a créé une population américaine dépendante de ces analgésiques opioïdes. En parallèle, les overdoses ont augmenté de façon exponentielle dans les années 2000, jusqu'à ce que les autorités sanitaires prennent le problème à bras-le-corps et retirent du marché l'oxycontin, qui était de l'oxycodone pilable et donc injectable, qui était probablement celui qui était à l'origine du plus grand nombre de décès par overdose. Eh bien, vous voyez ce qui a fait la une en 2015 du New England Journal of Medicine, la baisse immédiate des intoxications par l'oxycodone aux États-Unis s'est accompagnée par une augmentation des intoxications par l'héroïne, c'est-à-dire la médecine américaine a créé des patients dépendants aux opioïdes analgésiques, et une fois l'opioïde le plus dangereux retiré, ils se sont retournés vers les vendeurs d'héroïne parce qu'ils étaient devenus dépendants. Ces vendeurs étaient en fait des anciens vendeurs de cannabis. Une fois le cannabis légalisé aux États-Unis, s'étaient retrouvés dans le chômage et avaient trouvé en face d'eux une population réceptive à ces opioïdes. Malheureusement, les choses se sont aggravées, et c'est là que nous revenons au sujet des NPS. Eh bien, vous voyez, à partir de 2015-2016, l'héroïne étant évidemment beaucoup plus chère, car il faut la produire probablement dans des contrées lointaines, eh bien, le fentanyl, lui, peut tout à fait se fabriquer tranquillement dans un laboratoire clandestin. Et vous voyez en bleu, je vous laisse suivre la courbe bleue, du nombre d'overdoses létales aux fentanyloïdes. Et vous voyez l'explosion de ces fentanyloïdes, c'est-à-dire tous ces patients rendus dépendants aux opioïdes analgésiques, puis passés par l'héroïne, se sont retournés vers les fentanyloïdes disponibles sur Internet. Et voici les dégâts. On estime aujourd'hui à peu près 1000 Américains meurent chaque semaine d'overdose aux opioïdes. Alors pourquoi le fentanyl? Parce que là aussi, c'est très facile à synthétiser. Vous avez des tas de dérivés possibles. Certains sont tellement puissants qu'ils ont été même récusés de la pharmacopée humaine. Certains d'entre eux, par exemple, sont utilisés en médecine vétérinaire pour anesthésier des hippopotames ou des rhinocéros. Eh bien, vous pouvez les acheter sans aucun problème sur Internet ou en soirée. Voici un petit doseur contenant 100 doses de consommation de fentanyloïdes. Eh bien, c'est sûr que si vous mettez ce flacon en soirée, j'ai bien peur qu'il y aura un certain nombre de morts à l'issue de la soirée, parce que qui vous dit que la personne va prendre une seule bouffée de ce produit? Eh bien, c'est extrêmement dangereux, évidemment. Alors, heureusement pour nous, le diagnostic est simple. C'est toujours un syndrome opioïde classique, même s'il faut savoir qu'un certain nombre de signes peuvent apparaître en plus, comme ici, vous voyez dans cette série d'intoxications à l'acrylfentanyl, la possibilité d'hypertension, d'agitation, d'insuffisance rénale aiguë qui doivent donner le signal que c'est peut-être un fentanyloïde.
l'analoxone est toujours le traitement de référence. D'ailleurs, aux États-Unis, un programme de naloxone take-home s'est développé avec beaucoup de succès, désolé pour la diapositive qui n'est pas en forme, qui a permis une prévention effective du nombre d'overdoses aux opioïdes. Donc, en conclusion, et pour terminer avec mon message, effectivement, les NPS se sont désormais multipliés. Donc, il y a à peu près 500 nouvelles drogues. Donc, on ne peut plus être un expert du sujet, quasiment. Ce sont essentiellement des drogues avec une toxicité amphétaminique-like. Elles peuvent toutes donner des toxicités vitales avec des défenses d'organes. Maintenant, évidemment, comme vous l'avez compris, les toxidromes là deviennent plus difficiles. Il est donc extrêmement important de développer une identification analytique dans les services d'urgence et de réanimation. Même si, je l'accorde, le traitement est généralement de support, sauf évidemment la naloxone, mais à ce moment-là, c'est facile puisqu'elle est guidée par le toxidrome opioïde. Dans quelle situation penser à un NPS? Eh bien, lorsque vous avez une agitation, une confusion, des convulsions, un syndrome adrénergique, un syndrome sérotoninergique, une défaillance d'organes, dans un contexte récréationnel, ce d'autant plus, mais pas nécessairement, que les dépistages usuels des toxiques festifs sont négatifs, c'est-à-dire opiacés, cocaïne, amphétamine, THC négatif, il faut suspecter une telle intoxication, appeler le centre antipoison de référence, faire un prélèvement à envoyer au laboratoire de référence, ne serait-ce que pour un intérêt épidémiologique. Je suis responsable des RFE prochaines de la SRLF et SFMU, et j'espère qu'on va mettre l'accent sur ce type effectivement de développement, car la France est très largement en retard. Si on croit les statistiques, on est peut-être à moins de 100 fois ce qui est consommé dans d'autres pays comme l'Angleterre et la Suède. Il ne faut malheureusement pas croire qu'il y a des murs qui nous séparent de nos voisins européens. C'est uniquement que l'analyse toxicologique hospitalière est très peu développée. Merci beaucoup.